Attention, ce programme pourrait comporter des propos susceptibles de heurter vos oreilles sensibles. Ouvert le lundi, Stéphane Tosi, L'Écho. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus, on se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé, de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête sur ce palier, aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. Est-ce que tu te souviens de la première fois ? Alors, oui, la première fois qu'on s'est vu, c'était au Quorum. Nathalie Le Gall, illustratrice. Je me souviens de ça, et c'était pendant lors de la Coupe du Monde France 98 de football. Et donc j'avais été lauréate de l'affiche officielle, et tu étais venue m'interviewer avec ton équipe. Et on avait été au Quorum, parce qu'au Quorum, on pouvait s'installer et puis avoir des endroits très chouettes pour pouvoir travailler tranquillement. À l'époque, j'habitais dans un mouchoir de poche, et c'était beaucoup plus intéressant de vous recevoir au Quorum. Donc ils étaient sympas, ils me laissaient faire. On pouvait s'asseoir sur des super fauteuils en cuir, et ça faisait classe. 98, qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là ? Parce qu'il y a des gens qui n'étaient peut-être pas nés en 98 qui nous écoutent. En 98, c'était la Coupe du Monde de football en France. Voilà, c'était la Coupe du Monde. Et ils avaient lancé un concours d'affiches, et j'ai été lauréate. J'ai gagné l'affiche officielle, donc l'affiche qui représentait l'année de cette Coupe du Monde, donc quand même dans les annales de l'histoire du foot. Une affiche qu'on a retrouvée partout, sur des timbres, des cartes téléphones, parce qu'il y avait des cartes téléphones à l'époque pour les cabines. Et oui, il y avait une carte téléphone, maintenant c'est collector. Et il y avait aussi des boîtes d'allumettes. Il y avait aussi plein de choses. On le voyait aussi dans les télévisions étrangères. Ça fait le tour du monde, c'était extraordinaire. Est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation confortable, une situation qui t'a permis de disposer d'argent suite à cette création ? Ah oui, j'ai gagné pas mal de sous, et j'ai pu en fait me payer le permis de conduire.
Et puis je suis partie de l'école pour pouvoir me mettre à mon compte. Et j'ai aussi payé 1 an de loyer parce que je payais rien du tout à l'époque avec mon ami. Donc j'ai payé 1 an de loyer et ça s'est vite après. Puis j'ai invité les copains tout le temps au resto. Donc j'ai tout claqué. Sur cette affiche du mondial en 1998, qu'est-ce qu'on voyait ? Alors déjà, c'était du collage, et moi j'aime beaucoup faire du collage. Et puis on voyait un stade vu de haut avec les footballeurs, c'était des petites taches blanches et noires. C'était vraiment... et puis l'ensemble faisait penser à un composant électronique. Il y avait une perspective comme ça, c'était presque une vision satellite, ou maintenant de drone, hein, mais il n'y avait pas les drones à l'époque. On va jouer à raconter ta vie à travers de grandes dates. À Restaurant France, d'abord, est-ce que tu pensais devenir artiste quand tu étais jeune ? Quand j'étais toute petite, je voulais devenir esthéticienne, je m'en souviens bien, parce que ce qui m'intéressait, c'était la couleur. De maquiller, enfin bon, j'étais dans mon trip petite fille, maquillage, tout ça. Et donc j'ai essayé de rentrer à la chambre de commerce, et puis j'ai eu les concours, mais j'ai eu un autre concours après la 3e. J'ai fait une école d'art, mais qui n'était pas privée, hein, c'est une école d'État, et je suis allée en BT, en brevet technique. Et là, j'ai fait 2 ans. Mais après, j'ai jamais arrêté. Depuis l'âge de 10 ans, je travaille l'art. Donc j'en ai 53. Donc ça fait quand même un certain temps. Et avant l'âge de 10 ans, je dessinais beaucoup aussi. Mais c'est vraiment à partir de l'âge de 10 ans où mes parents m'ont payé des cours Martenot. C'était à l'époque des très très bons cours de peinture et de dessin. Et on faisait de la peinture chinoise. On faisait aussi de la peinture à l'huile, mais on était tous mélangés, c'était très bien. Ma sœur aussi en faisait. Mais c'était des très très bons cours que j'ai extrêmement assimilé, ces cours-là, mais c'est extraordinaire. Et ça m'a porté jusqu'à aujourd'hui. N'hésitez pas, quand vous avez des enfants comme ça qui sont intéressés, à leur faire des arts à l'âge de 10 ans, parce que ça s'imprègne dans leur cerveau étonnamment. Tu étais en région parisienne, et puis tu arrives à Montpellier, et dans le cursus, tu vas à l'école supérieure des Beaux-Arts de Montpellier. Quelles étaient tes relations avec la promo de l'école ? Alors, les Beaux-Arts de Montpellier, moi j'avais de très très bonnes relations. J'étais âgée parce que j'y suis arrivée, déjà j'avais fait une prépa, je ne savais pas trop quoi faire, je ne travaillais pas, puis je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une prépa, j'ai le temps. Et mon ami de l'époque était sympa et on a pu financièrement le faire. C'était, je crois, 2 jours dans la semaine. Et c'était des super cours, franchement, c'était vachement bien. Et ensuite, je suis rentrée dans l'école pour faire un cursus Beaux-Arts. Mais j'ai arrêté au bout de la 2e année parce que j'ai eu ce concours. J'aurais pu continuer, mais bon, après, j'ai fait un choix, mais j'aurais aimé aussi faire l'autre choix. Les 2 me plaisaient, hein, franchement. Et j'avais des très bons contacts avec tout le monde. J'étais contente de travailler avec l'équipe des Beaux-Arts. Maintenant, ça s'appelle ISBAMA. À l'époque, justement, le directeur de l'école des Beaux-Arts, Christian Gosset, me disait que tu avais énormément de talent. Ah, c'est sympa de sa part. Je ne savais pas qu'il avait dit ça. Mais, ouais, je sais pas si j'ai énormément de talent, mais si les réincarnations existent, j'ai peut-être eu des vies artistiques avant. Et de nombreuses, parce que j'ai des facilités, puis ça va très très vite dans ma tête, et je le remarque parce que maintenant que je donne des cours, pour moi ça me paraît facile, et puis pour les gens c'est super compliqué, donc j'ai dû m'adapter pour les cours. Et ouais, c'est chouette, ouais, c'est encourageant. En parlant de réincarnation, as-tu des modèles dans l'art, des références? Moi j'aime bien par exemple Bonnard, j'aime bien Giacometti, je suis passée voir Rocco là à Paris là. J'aime bien Van Gogh bien sûr, et donc des goûts éclectiques quand même. Ouais, ça peut être Bacon, Freud, de Staël, je sais pas si on dit Staël, je sais plus, de Staël plutôt. Et après j'aime bien aussi qu'est-ce que je peux te dire là? Qu'est-ce que tu aimes chez Nicolas de Staël? C'est quoi qui te séduit chez lui?
Ah bah c'est la spiritualité de son travail. Franchement, c'est extraordinaire. Il y a une espèce de plénitude. Quand on regarde, on tombe dans une méditation, c'est sûr. Et Rothko, c'est pareil. Et Van Gogh, on est surpris par la vitalité et l'énergétique de sa peinture, qui est encore, je pense, quand vous allez voir les peintures, c'est totalement vivant. Vous avez des tableaux qui sont des vraies entités. Hein. C'est extraordinaire. Je te souhaite d'avoir leur notoriété que tu as déjà un petit peu, mais de ne pas finir comme Nicolas de Staël ou Van Gogh. Eh bien, les 3 expositions sur Paris, il y avait ces 3 peintres et ils sont tous foutus en l'air. Les 3 ont tous été des gens qui se sont suicidés. C'est triste, mais c'est pour ça que je dis toujours attention aux gens qui peignent. À un moment donné, si vous peignez par même de l'abstrait, c'est compliqué l'abstrait parce que on finit par un peu tourner en rond et devenir un peu dépressif. Mais l'abstrait, surtout moi ça m'est arrivé aussi d'être obsédée par les gris colorés. Et à un moment donné, j'ai fait une sorte de burn-out en peinture. J'ai arrêté 3 ans la peinture. Alors c'était peut-être aussi les produits que je prenais qui me... La térébenthine, tout ça, je sais pas, il y avait peut-être quelque chose là-dedans aussi. Mais méfiez-vous quand même. Ouvert le lundi, Stéphane Tosi, l'Écho. Effectivement, elle est carrément allumée. Effectivement, elle est carrément allumée. Je suis tombé malade depuis ma visite. Ma clope trempée de térébenthine par jour. Travailler la dilution, la nitroglycérine, tout ce bordel qui vous monte à la gorge. Ça me donne des maux de tête, des vertiges. Sous ce random devant, derrière des ranges. C'est minable à vomir ce verre olive. Cette matière qui ne peut que répugner, collante, frémissante sous la morsure. Moment de taper l'alarme et la mort de ma cigue étalée. Je vous écris ça depuis mes chaînes. Effectivement, elle est carrément allumée. Effectivement, elle est carrément allumée. Chapeau, les cendres étalées, mon ami gelé qui n'est plus bon à rien. L'idée d'inhaler nous a étalés sur mes tableaux, je n'ai plus à parler. Effectivement, elle est carrément en train de s'éteindre. Effectivement, elle est carrément en train de s'éteindre. Un arbre de l'herbe verte. Mais putain, qui a dit que la nature était verte? Ça vaut pas la peine de chercher plus loin. Demain, promis, je regarderai la lune en plein soleil. Mais la joie est une putain de goutte astrale. Un bouquet de sang, un puits, l'épine. Je suis assoiffé, mais putain, noir, rouge, blanc. Elle est où ma putain de jupilaire? Je ma jupilaire. Quelle est la date importante également dans ta vie? Bon, je sais que tu as plein de dates, mais je pense qu'il y en a une quand même, j'y songe. C'est quand j'ai réussi à avoir un grand atelier où je pouvais bien m'étaler et puis surtout, pour le payer, donner des cours. C'est là où on est, hein. Voilà. Tu peux nous le décrire, s'il te plaît? Alors, c'est un grand atelier de 75 mètres carrés, donc en bas il y a 60 mètres carrés, avec le matériel. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est assez grand pour faire des séances de modèles vivants, dont j'en fais 20 heures par mois, donc c'est énorme. Et donc les gens viennent faire dessiner le corps humain. Et donc après, puis ça me permet aussi de faire mes cours toutes techniques, voilà, pour les gens qui veulent venir, avec une petite spécialisation avec l'aquarelle, hein, qui est une pratique très difficile. Mais l'atelier, il est amusant parce qu'il y a il y a beaucoup de choses. Il y a un squelette. On n'est pas loin de la fac de médecine. Il faut dire qu'on est en plein centre-ville. L'atelier du singe vert, car c'est son nom, est très agréable et il y a une quiétude étonnante pour être en plein cœur de ville, une grande ville comme Montpellier. Mais après, je pourrais changer d'atelier. Hein. C'est pas, j'en suis pas amoureuse non plus, mais j'ai fait tellement de choses dans cet atelier. J'ai fait des stages même avec des doctorants. À un moment donné, je travaillais avec des gens qui avaient fait énormément d'études et qui étaient
dans leur monde de stats et compagnie. Là. Donc après, quand ils venaient à l'atelier, ils allaient vers mon monde. J'essayais de leur faire découvrir mon monde et ils travaillaient avec moi. Mais c'était pas moi qui allais vers eux, parce que j'ai beaucoup travaillé pour la science, mais c'était eux qui venaient à moi. Et c'était assez intéressant. Il y en avait qui découvraient quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils se sentaient très bien à faire ça. Et puis il y en a d'autres qui ne comprenaient pas trop, mais c'est pas grave parce que c'était bien d'avoir différentes réactions. Et puis, mais souvent ça a été la révélation. Hein. Et puis alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait aussi j'ai pris pas mal d'intervenants, par exemple de la poésie, ou sans ça, j'avais pris aussi un monsieur qui était jardinier. Pour expliquer, on avait travaillé sur les arbres, donc au sens ça, j'ai pris Madame Michaud pour une dame qui est japonaise et qui voilà, nous a présenté ses kimonos et qui était professeur d'ikebana. Donc on a travaillé sur l'ikebana, comment on forme en fait, c'est comment placer des plantes dans un vase et voilà, il y a toute une philosophie. Donc j'ai été vraiment essayer de voir si on pouvait aller au-delà et qu'on puisse apprendre des choses. Et puis travailler aussi avec des encres, avec ma partie. Et c'est sûr que là, c'est un atelier qui est assez grand pour faire tout ça, pour recevoir pas mal de monde. Nous sommes en 2024 et ton atelier, ton écrin me renvoie aux images picturales qu'on voyait des ateliers de la fin du 19e. Ah oui, mais alors attention, moi j'ai 53 ans, donc quand j'ai commencé j'ai souvent travaillé dans d'autres ateliers et je sais pas, l'atelier d'art conceptuel où il y a rien, une table, 2 tréteaux et puis voilà, eux, j'ai l'impression moi il y a une petite cuisine, il y a. On voit que ça vit, que ça bosse, hein, c'est un peu comme mon bureau où il y a un bazar, voilà, ça travaille quoi. Ouais, ça travaille et surtout, il y a le matériel autour, donc puis il y a le lit du modèle. Enfin, il y a tout un univers. Ouais, On pourrait y vivre ici, en fait. Hein. Alors, il fait quand même un peu froid, quand même, parce que comme c'est très haut, et puis l'été, il fait très très chaud. Les artistes se plaignent toujours. Ah oui. Oh, je sais pas si on pourrait y vivre, mais moi, j'y ai jamais vécu. Mais t'as jamais dormi ici ? J'ai dû dormir quand il faisait vraiment très 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 chaud parce que j'habitais juste à côté, mais c'était pas souvent parce que j'en ai essayé de dormir. C'était vraiment la canicule, c'était insupportable. Donc on venait ici, mais sans ça non, parce qu'il n'y a pas de salle de bain. C'est très rudimentaire. Moi j'ai une vision romantique. Dormir ici, ça serait extraordinaire. Peut-être pas aujourd'hui, mais. Il pourra peut-être dormir une nuit comme ça par expérience, mais pour l'expérience, mais bon. All 'cause I peed on your mattress, it's just fine. I tried to
Nathalie, nous sortons, nous sommes dans l'enclos Tissé-Sarrus. Oui, c'est ça, on est enclos Tissé-Sarrus, au parking en face de l'école Saint-François-Régis. Mon atelier, c'est au fond de ce parking. Dans une impasse presque. Hein. Oui, c'est pas une impasse, c'est un enclos. C'était ouvert, mais ils ont fermé à l'époque. Donc c'est par une grille, mais sans ça, voilà, l'atelier est au bout et au fond du parking. Et même il y a des gens, ils le trouvent pas parce que c'est pas vraiment caché, mais il n'y a pas de porte, hein, c'est un sas, une baie vitrée. Donc ouais, c'est assez solitaire, voilà. Et c'est comme des fois je viens le week-end, il n'y a plus personne. Il y a juste aussi des avocats à côté de l'atelier qui sont dans une grande maison de maître. On est quand même dans un quartier très très huppé. Hein. C'était un ancien endroit de la culture à Montpellier, là, juste devant nous, je crois. Et oui, c'était la DRAC des architectes, il me semble. Donc c'est un endroit complètement secret. Et d'ailleurs, vous cohabitez avec une société secrète juste derrière chez vous. Ah oui, il y a les grosses croix d'or. Mais voilà. Rosicruciens. Je crois que c'est Rose Croix d'Or, on les appelle, je sais pas sur la plaque. Mais bon, après, voilà, on n'est pas. On se dit bonjour, bonsoir, voilà. C'est l'alchimie, c'est comme toi, tu transformes tout en or. Et je me suis intéressée dans mon dernier travail personnel justement au principe alchimique de certains métaux pour pouvoir réaliser des dessins qui sont en rapport avec justement les transformations, puisque j'ai travaillé à mettre en place 63 cartes ou 62 cartes, je ne sais plus, d'oracle. Là on va aller au Jardin des Plantes, mais on est sur l'avenue le boulevard Le Dru-Rollin, où il y a une succession de palmiers et que j'aime bien parce que je sais pas, ça me plaît, même si c'est un peu artificiel, mais justement le côté artificiel est très intéressant. Si on se retourne, le boulevard Le Dru-Rollin va se transformer, c'est le même boulevard mais au boulevard du Jeu de Paume, et on voit toute la perspective descendante des palmiers avec les tramways qui arrivent, c'est magnifique. Regarde Stéphane, quand on voit en fait l'espace qu'il y a ici à l'Arc de Triomphe en dessous là où on passe où passe le tramway, on a vraiment de la place, quoi. C'est vraiment sympa. Royal, hein, l'esplanade royale du Pérou. Ouais, moi j'aime bien. C'est pour ça qu'on est toujours à Montpellier tous les deux, parce qu'on n'était pas d'ici à la base. Non, on n'était pas d'ici, mais moi quand je vais chez mes parents, à 15 km de chez mes parents, il y a le château de Versailles, donc c'est en région parisienne. Mais surtout, j'adorais aller l'hiver au château de Versailles, parce que toutes les statues, tout ça, elles sont emballées dans des tissus verts et ça donne une ambiance très cristaux. Et même j'ai dessiné les socles avec les sacs qui ont, enfin le tissu vert qui entourait toutes ces sculptures. Donc c'était, ça fait, j'aime beaucoup. Il y a entre les perspectives, tout ça, j'ai toujours aimé aller dessiner à Versailles. Ben voilà, nous voici au Jardin des Plantes. Le jardin voilà, et c'est l'écrin, ou même le ciel bleu, c'est aujourd'hui l'écrin de ce magnifique Jardin des Plantes. Donc, met en valeur tous ces verts. C'est un hiver à Montpellier évidemment assez froid là, avec tous ces beaux verts qui sont, comment dire. Si je peux parler de la couleur, voilà. Voilà, on est du côté complètement à droite du jardin avec des arbres, et puis il y a une petite promenade avec des écriteaux. Là, on peut lire des choses, apprendre des choses sur la biologie des lieux. Mais quand j'emmène mes élèves, voilà, ce que j'explique, c'est déjà de plisser les yeux et de regarder les valeurs. Donc ça, c'est pas évident d'expliquer aux gens les valeurs, c'est ce qu'il y a de plus foncé, plus clair. Et puis après, on essaye de voir les principes très simples de la lumière pour pouvoir les reprendre après, parce que c'est très difficile de peindre au Jardin des Plantes. Il y a beaucoup d'informations. Et ce que je fais en général, c'est que je m'arrête et je montre à mes élèves différents arbres avec différentes couleurs, et je leur dis voilà, déjà d'analyser les couleurs, comment ils pourraient les faire, avec quelle couleur, quel mélange de couleurs pour avoir des verts. Voilà, et puis il y a des verts qui sont plutôt jaunes, des verts bleus,
des verts un peu qui finissent par des verts très très foncés, et puis après qui viennent un peu vers les marrons. Enfin voilà, c'est tout un panel de verts. Des verts très, très tendres des palmiers. Au début, quand on rentre, hein, il y a des bleus et des verts presque jaunes. C'est magnifique. Donc quand je parle des arbres, je demande à mes élèves de regarder comment ils sont faits. Si par exemple les feuilles elles sont en hauteur, ou si elles descendent, et comment l'arbre va s'équilibrer. Et à ce moment-là, quand on va peindre en faisant le même geste que font ces feuilles qui sont sur l'arbre. Si on veut dessiner un arbre précis, on va essayer de mimer l'arbre, de reprendre sa respiration. Et j'explique toujours que l'arbre il se maintient comme ça avec sa colonne vertébrale et qu'il a une certaine manière de se maintenir par rapport aussi à ces feuilles qu'il a. Bah, c'est pas la même chose, par exemple un pin avec des épines, ou voilà, je connais pas grand chose dans les arbres, hein, au niveau des noms et tout ça. Et tout ça se fait remarquer. Est-ce que c'est important de connaître les noms, tout ça? Non, ça c'est pas important pour la peinture, mais ce qui est important c'est de voir comment l'arbre se maintient, comment il va se dresser comme ça et comment il va s'enrouler sur lui-même. Parce qu'il y a toujours une espèce de spirale qui existe dans chaque arbre, et il y a aussi cet état d'équilibre aussi avec les branches où il va chercher évidemment à se stabiliser, et par rapport à son feuillage qui est différent sur chaque arbre. La partie où il y a des plantes grasses, là il y a beaucoup de bleu, et il y a beaucoup de bleu, sachant que les verts il faut les marier avec les complémentaires, donc avec des rouges, des terres assez rouges, sans ça, pour avoir un vert profond très foncé, très sapin, très 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 foncé. Vous pouvez mettre de l'émeraude avec du cramoisi, un rouge cramoisi. Donc ça c'est des petits trucs à savoir. C'est ça qu'on apprend aux Beaux-Arts? Non, Beaux-Arts on apprend à ne pas se fâcher à quiconque. Non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai pas eu des cours de couleur comme ça, hein, du tout. Non, c'est le concept aussi aux Beaux-Arts, ce qui compte aussi, c'est le côté conceptuel. Puis après, au niveau technique, c'est aux personnes de se former à côté, hein, ou c'est de la sociologie appliquée. Hein, ça me fait penser à ça maintenant, les Beaux-Arts. Bon, après, il y a sûrement de la bonne peinture aussi. Hein, c'est ceux qui sortent des Beaux-Arts, soit ils deviennent artistes, soit ils sont payés pour travailler avec d'autres artistes qui ont eux-mêmes des plans, donc après voilà, ils sont assistants, je pense que c'est ça. Hein. Formatage Formatage, ça dépend. Après, ce qu'il faudrait, c'est retrouver des gens qui ont fait les Beaux-Arts, qu'est-ce qu'ils sont devenus surtout. Et puis école, hein. Oui, puis après on revoit un peu tout ça, on les revoit aux Ursulines dans les décors. Hein. Moi ça me fait penser beaucoup au travail des Beaux-Arts, hein, les décors, la scénographie avec la danse. Alors après, moi j'ai pas été jusqu'au bout du processus, mais ça m'a bien plu de parcourir quelques années avec les Beaux-Arts. Moi ça m'a bien plu. Bon, ensuite c'est pas forcément ensuite pour vivre de ça, il faut je sais pas, avoir une famille qui a des sous. Des mécènes. Ouais, des mécènes, mais il faut les trouver, les mécènes. Hein. Il y a des bruyats, c'est quand même bruyat, il n'y en a pas tout le temps. Et puis les mécènes, ils vont miser sur les gens qui ont déjà un super carnet d'adresses avec leur boulot. Hein. J'ai le privilège de te voir travailler depuis des années. Moi, ce qui m'épate toujours, c'est ta vitesse. Ah oui, je suis très rapide. Je l'étais déjà à 14 ans, hein, quand je dessinais. J'ai retrouvé mes vieux dessins chez mes parents dans le grenier, et je me suis rendu compte que j'avais le même tracé. Enfin, j'avais déjà ce tracé très nerveux dans le dessin, et j'étais étonnée, voilà, de voir ça. Donc ça prouve qu'on a les capacités, les dons, on les a, mais après il faut bien les travailler, mais que tout est là en place dès le début. Vers le lundi, Stéphane Tosi, il est con. Only once
Ouvert le lundi, Stéphane Tosi, l'Écho. Avec Nathalie Le Gall, en plein jardin des plantes à Montpellier. Un temps magnifique. Un ciel bleu. Alors c'est le temps où l'hiver, où quand le soleil est là, à une certaine heure, on a l'impression que la lumière du soleil mouille les plantes. Ça c'est assez curieux. Par exemple là devant on a des espèces de feuilles vertes allongées et on a vraiment l'impression qu'il y a des gouttes d'eau, qu'il y a de la pluie qui est tombée dessus, puis en fait c'est pas du tout ça, c'est la lumière qui fait ça. Et quand on monte un petit peu le regard, on voit exactement ce que je disais tout à l'heure, on voit des feuilles, des trajectoires de ces feuilles sur l'arbre qui sont illuminées par le soleil comme du verre du vitrail. Mais on le voit parce que derrière, la valeur est très foncée. Donc ça c'est un très bon travail où tu vois, tu peux plisser des yeux. Si tu plisses les yeux, tu verras que derrière c'est très foncé. Et le devant aussi au premier plan, avec cette lumière mouillée. Donc moi je dis toujours lumière mouillée. Lumière mouillée, c'est un terme que je me suis inventé pour certains degrés de brillance, de surbrillance de la nature grâce au soleil. Il y a des gens qui écrivent, il y a un monsieur qui joue du oud. Hein, c'est très chouette. Personne n'est avec son portable. Ouf. C'est rare, hein. Ouais, c'est rare. Parce que je sais que toi et moi on n'aime pas ça les portables. On a du mal. Alors c'est que moi c'est pas que j'aime pas le portable, c'est que je n'ai pas été saisie par le portable ne m'a pas volé tous mes moments intérieurs. C'est pas le moment d'après moi où c'est le plus beau tout de même. Hein. Alors bien sûr c'est un moment d'agonie hein, pour les lotus où ils sont de toute façon ils sont tombés dans l'eau. T'as vu qu'il y a une dame qui prend le bassin en photo quand même, donc je suis pas un tenant du bon goût. Hein. Ah, non mais c'est intéressant parce que si tu faisais par exemple une aquarelle là-dessus, tu l'analyserais différemment. Avec les couleurs, avec les reflets du ciel dans l'eau, ça c'est complexe à faire parce qu'il faut faire des choix et il faut vraiment se laisser aller presque et faire énormément de travail. Il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes ou je me trompe? Non, mais il y en a certes. Ouais, mais le but c'est de pas faire une photo avec l'aquarelle, c'est de reprendre en fait une organisation, ce sentiment que tu as eu en le regardant, tu vois, c'est ça à peindre. C'est cette et t'as vu ce rayon de lumière qui arrive là comme un chemin? Allons vers le rayon de lumière qui s'ouvre à nous là. Peut-être l'oracle, l'avenir est là. Nathalie Le Gall. Eh bien oui, c'est un chemin tout tracé, donc il faut s'en méfier quand même parce que... Il est marqué pelouse interdite quand même. Arrêtons-nous dans la lumière. Et ben voilà, ça fait mal aux yeux. J'ai le soleil en pleine tête. Non mais moi j'aime bien comment dire, c'est les lotus qui ont fané, qui sont d'une certaine couleur. C'est un vrai champ de bataille, hein. C'est vraiment. Et puis on les voit, il y en a qui sont dans l'eau. Comment expliquer Il faut le faire, il faut le faire. Mais quand même, c'est quelque chose qui me touche. D'autant que là, on a vu passer un poisson qui était pas du tout dans les couleurs de ce qu'on voit. Il était blanc et rose et rouge. Tu regardes, tu vois, ça attire des amoureux. Hein. Il y a quand même des amoureux qui viennent sur ce spectacle de désolation. Oui, spectacle de désolation, oui, mais qui est nécessaire pour la vie d'après. Oui, c'est l'alpha et l'oméga. On arrive à ça va, le printemps va arriver et puis voilà, tout ça, ça va pourrir et puis ça va repartir. Alors je sais pas si les graines qui sont tombées là vont se remettre à repousser. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais là, on a que des pics. Hein. Ouais, c'est intéressant. Il reste encore quelques petits pommeaux de douche à l'eau. Ce dôme aussi qui me fait penser plus à un casque allemand
autre chose. Ce dôme-là. Moi, ça me fait penser à Tintin, un peu à Tintin. Ah, ça te fait penser à Tintin ? Ouais. D'accord. Non, mais moi, ça me fait penser à un dôme, un bunker plutôt. Mais après, il est vachement bien l'été parce qu'il y a beaucoup de belle végétation autour et quand on se met là-bas, on peut vraiment faire un très très beau, une très très belle aquarelle avec cette ambiance un petit peu ancienne, avec comment ça s'appelle ça ? C'est un observatoire. Nous observons l'observatoire du Jardin des Plantes. Qu'est-ce que j'en pourrais dire d'autre ? Tu vois, pour différencier les différentes... regarde les feuilles, les petites feuilles de cet arbre qui tombent, et celles-ci qui sont plutôt rondes et qui vont se développer en soleil. Donc quand on va peindre celui-ci, on va avoir un mouvement comme ça, tu sais, un peu asiatique, là où on va descendre le pinceau, et on va créer un mouvement comme ça, en descente comme ça, de petits traits. Et celui-ci, on va avoir un mouvement comme ça, un petit peu en étoile avec le poignet et le pinceau aussi. Donc c'est pas très compliqué d'observer et ensuite de reprendre au pinceau selon la couleur. D'observer, c'est facile, mais de reprendre au pinceau, quand même, tu exagères. Hein, c'est pas à la portée du premier animateur de Radio Venue. Oui, c'est technique, c'est tout. Là, on arrive devant la magnifique serre qui a été refaite. Là, Serre Martin au pluriel avec un S. Hein. Serre Martin, d'accord. Et là, donc on a des plantes grasses qui sont bien au chaud là dans la serre. On peut s'approcher, regarder par la vitre. Et puis on a. Ça ne manque pas de piquant. Ça ne manque pas de piquant, mais là on a des formes aussi qui sont très particulières et qui se répondent entre elles. Et ça on peut travailler toutes ces plantes aussi dans la direction, pareil, et essayer de comprendre comment ça se passe. Et avant, je me souviens, il y avait un grand mur. Enfin, il y avait une grande plantes de toutes les couleurs, des bougainvilliers, je pense, qui étaient là, sur les murs, qui étaient accrochés comme ça. C'était magnifique. C'était violet et rose. C'était superbe. Et bon, ça n'a pas tenu, ça. Okay. Alors maintenant, on va aller voir les bambous. Ça pousse vite un bambou, on dirait pas. Mais... C'est télescopique en tout cas, ça c'est génial, hein, le bambou. Et donc les bambous, sont pas forcément. Il y a des gens qui vont les faire tout droit. Si on regarde pas vraiment, on se plante. Le bambou, il est vraiment pas droit comme un i. Il est légèrement penché comme ça, puis il est très très haut, et puis quand il va commencer un petit peu à se pencher comme ça, mais il y en a au fond là qui sont déjà tombés. Donc ça fait des lignes un peu cassées comme ça dans l'autre sens. Nous montons des escaliers, quelques marches. Voilà, on a pris un peu de hauteur avec Nathalie Le Gall. Donc là, on dirige sous un petit tunnel là. Hop, ça y est, on y est. Les marches, attention. Ouais, voilà. Et puis on va aller voir, on va aller tout droit. On va aller voir les palmiers, mais les palmiers, les bananiers plutôt, mais je sais plus où ils sont. Je crois qu'ils étaient là, il y en a plus. Bananier du Japon, invisible. Il est transparent, tout simplement. Transparent, invisible, totalement invisible. Toi, tu pars régulièrement vers d'autres destinations. Pourquoi cet amour du voyage régulièrement ? Alors, l'amour du voyage, c'est surtout pour aller voir différentes lumières. Hein. C'est après les musées aussi. Dernier voyage, c'était où ? Je sais plus. C'était. C'est pas mal de voyages. Portugal. Je crois que j'étais en Espagne. Ouais, Madrid. Ouais, je suis en Madrid, ouais. C'est sympa. T'as un voyage de prévu là ? Oui, je vais aller en Corse bientôt. C'est moins long que d'habitude quand même, hein ? Oui, mais j'ai moins envie de voyager quand même. C'est fatigant aussi de voyager. Ouais, mais t'as pas mal voyagé quand même. Oui, j'ai beaucoup voyagé. Des fois, je faisais jusqu'à 4 pays par an. J'ai la chance de recevoir tes cartes postales. Et oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on t'envoie une carte postale à chaque fois. Tu voyages énormément ou tu voyageais énormément et pourtant les villes, les endroits que tu peins sont imaginaires ou pas forcément localisables. Oui, parce que il y a plusieurs façons de peindre. On peut peindre aussi avec une mémoire. En fait, c'est pas forcément les formes, c'est un travail en croix, c'est-à-dire horizontal, vertical, et après il y a un assemblage comme ça de masse. Et ça, je m'en souviens. Je m'en souviens même. Je peux faire bien les bateaux, par exemple, mais j'ai jamais
eu vraiment. Enfin, j'arrive bien à dessiner les bateaux parce que enfant, j'étais tout le temps chez mes grands-parents en Bretagne. Il y avait tout le temps des bateaux. En plus, j'ai connu les bateaux de pêche quand même de l'époque. Et puis les bateaux de pêche assez grands là, qui arrivaient au port de Douarnenez, c'était... Et ça c'est m'est resté, je peux les faire vraiment sans réfléchir, hop, je fais un bateau, les vieux gréements, tout ça je sais faire. Mais tu me feras jamais faire une bagnole par exemple, j'y arrive pas du tout. Donc j'ai une mémoire photographique, je sais pas comment on peut dire, où je me souviens pas vraiment des détails, mais je me souviens de l'état de masse. Des lignes de force et des couleurs, enfin des couleurs des masses, voilà, les orientations des masses, et ça permet, quand on est dessinateur comme moi, de pouvoir faire de l'improvisation facilement. En fait, toi tu fais pas du free jazz, tu fais de la free peinture. Ah oui, ça peut être ça, tout à fait. En plus tu as une allure, j'en parlais tout à l'heure. Ouais, je travaille très très vite, bien sûr. C'est une chance, hein. Après, moi j'ai une pensée qui est assez rapide. Peut-être pas pour choisir mes mots, hein, ça c'est un truc où apprendre une langue pas du tout, j'y arrive pas du tout. Mais par contre, quelqu'un me montre un dessin ou je vois un paysage, je vais dessiner à peu près. Il faut que ce soit aussi rapide que ma pensée. Mais est-ce que tu retouches après ? Oui, je peux retoucher, souvent je gomme pas. Mais tu le fais vraiment ou tu retouches pas ? Ça dépend sur quoi je travaille, mais en général. En général, non. Je retouche pas. Enfin, je vais pas gommer. De toute façon, je retravaille par-dessus. Il n'y a pas de repentir. Non, il n'y a pas de repentir. À mon niveau, il n'y a plus de repentir parce que c'est pas intéressant pour moi de. Enfin, j'ai un travail qui en fait se fait par des superpositions. Donc, je m'en fous qu'il y ait un trait de crayon en dessous qui était mal aligné. Après, je le rattrape ou voilà, je me remets une masse dessus. C'est un état, c'est un ensemble. Nathalie Le Gall, peintre ou illustratrice de l'instantanéité ou pas ? Oui, j'ai gagné dernièrement un concours grâce à ça. C'est que je me suis filmée en train de peindre en improvisant à l'aquarelle. Et ça marchait assez bien. Après, j'ai fait donc comme je me suis filmée, j'ai fait des petits films accélérés. On peut le voir sur mon Facebook. On voit comment je travaille et comment je mets la couleur. Et je dessinais même pas, j'y allais au pinceau direct. Enfin, je dessinais avec le pinceau. Je faisais des petites choses. Et puis après, hop, je mettais les masses de couleurs. On entend la cloche là, t'as vu ? Je connaissais une dame qui me disait que son fils, quand il passait là, il entendait comme si les cyprès lui parlaient. Et il y a peut-être des gens qui arrivent à percevoir ça, les réponses des arbres. Moi, quand je vais par exemple courir, il m'arrive d'aller faire de la course à pied régulièrement. Eh bien, je dis toujours bonjour aux arbres. Et je leur dis voilà, je vais passer un moment avec vous et merci. Et puis je vais récupérer un peu de votre énergie, votre oxygène. Ça a l'air un peu con comme ça, mais ça me permet d'être en osmose avec des choses simples de la vie. Bon, voilà. On l'a dit, Stéphane Tosi. L'écho des gars. Eu não posso parar, não, 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 eu não posso parar. O samba me maltrata, o samba me domina, o samba faz de mim pepeca na mão da menina. O samba me maltrata, o samba me domina, o
menina, eu não posso parar. Não, não, 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 eu não posso parar. Não, não, eu não posso parar. Não, 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 eu não posso parar. Não, não, eu não posso parar. Não, 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 eu não posso parar. Não, não, eu não posso parar. Non, non. En 2023, donc Nathalie, tu signes l'affiche La gratuité est une fête, marquant la gratuité des transports de Montpellier. C'était impossible aussi de louper ta création en ville, hein. Ça nous renvoie un peu à 98. Ah oui, oui, c'était vraiment un projet extraordinaire. Ils sont venus jusqu'à l'atelier. C'est vraiment pas bidon en plus. Ils sont vraiment venus me choisir. Voilà, c'est pas du copinage. Vraiment, j'étais super contente qu'ils me choisissent. Apparemment, il y avait d'autres personnes, mais c'était pas un appel d'offres non plus, hein. Ils sont venus, ils ont pris un artiste, ils ont sélectionné, voilà, quelqu'un qui pouvait faire ça. Et puis moi, j'ai peut-être aussi bien vendu mon truc, hein, je sais pas. J'ai peut-être montré ce que je faisais. Et puis j'étais tellement motivée aussi. Et ça a été pas facile parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai vraiment fait un super boulot avec l'équipe, voilà, de monsieur le maire de la Fosse, Michael de la Fosse, et son équipe, elle est chouette parce qu'on a vraiment bossé ensemble, on est arrivé à un super résultat. Et cerise sur le gâteau, qui est important, c'est que cette affiche a été extrêmement bien imprimée. Et voilà, j'avais l'impression d'avoir l'original en plus grand, donc j'ai vraiment eu du bol. Qu'est-ce que tu voulais montrer sur cette affiche? Tu peux nous la décrire pour ceux qui ne l'ont pas vue? Alors, en fait, je me suis quand même collée au cahier des charges, hein. Il y avait un vrai désir. Monsieur le maire m'a reçu en personne pour m'expliquer ce qu'il avait envie et si je pouvais répondre à ses attentes sur le côté festif, le côté. Après, je faisais ce que je voulais, mais il y avait quand même ce côté festif. Et puis, c'était une grosse fête. Il voulait vraiment que ça soit la couleur, le pétillement de la fête, la joie, et que tout le monde se réunisse sur la place à ce moment-là. Et c'est vrai que ça s'est très bien passé, tout le monde était super content. Donc moi, je lui ai proposé justement de travailler sur le lieu même où elle était, cette fête, sur la place de la Comédie, avec des symboles comme aussi l'architecture et les trois grâces, et puis surtout la foule qui arrive sur trois axes différents, trois pôles différents. Et puis aussi, j'ai travaillé sur le tramway. Un tramway qui arrivait, et ce tramway, c'est le mien. Pourquoi c'est le tien? Parce que j'ai pas refait un tramway. J'ai fait des kakémonos en hauteur pour m'expliquer qu'il y avait 5 lignes, voilà. Mais le mien, c'est celui qui arrive, mon tramway du bas, c'est le mien, c'est celui que j'ai décoré moi virtuellement, voilà. Peut-être qu'un jour ça sera le tien pour la 6e ligne. Ah, ça serait chouette. Qui essaies-tu d'atteindre à travers ton travail? C'est très simple. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour l'international. Donc, quand on travaille pour l'international, c'est des gens qui parlent des langues différentes, qui sont d'ethnies, enfin, de contrées différentes, qui n'ont pas les mêmes symboles non plus, les mêmes codes de vie. Et mon boulot, c'est justement que l'image soit comprise de tout le monde. Que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, continent africain. Voilà, ça a été mon boulot pendant 20 ans. Et comment on procède alors? Parce que nous, on ne sait pas comment faire pour que tout le monde le comprenne, à traquer un langage universel, pictural. Alors, le langage universel, c'est la couleur. Hein. C'est la couleur et c'est le dynamisme. Enfin, pour moi. Après, il y a d'autres personnes qui ne seront peut-être pas d'accord. Mais moi, je vais travailler sur des choses assez simples, mais je vais mettre un maximum de dynamisme et je vais faire vibrer les couleurs entre elles. Et ça, c'est très personnel. Le travail de la couleur, c'est quelque chose de très intuitif. Quand je travaille la couleur, je colle une couleur à côté d'une autre. Je ne sais même pas, c'est de l'énergie qui me vient comme ça. Hein. Ce n'est pas du tout un truc que j'ai appris. C'est vraiment, je suis reliée à quelque chose et ça donne en fait une affiche qui est vibrante et les gens s'arrêtent devant même parce que ça les interpelle. Tu travailles sur quoi en ce moment? Je sais que tu as tout le temps des projets, il y a toujours tout le temps quelque chose en cours là, qui attend. Alors, en ce moment, je vais finir mon oracle. J'ai travaillé, ça fait quelques mois que je suis sur un oracle. C'est comme le tarot, un oracle, hein, sauf que
La différence entre un tarot et un oracle, c'est que le tarot, vous avez des cartes bien définies avec, par exemple, la papesse, je sais pas, le pendu, et vous avez des arcanes et tout. Tandis que l'oracle, on fait ce qu'on veut, on met le nombre de cartes qu'on veut, et ce sont des cartes, et on fait le thème qu'on veut et les personnages qu'on veut, si on veut faire des personnages ou on fait autre chose. Mais ce sont des cartes divinatoires. Alors, moi, je ne suis pas un médium là-dessus. Quand j'ai fait déjà une maquette de mon jeu que j'utilise, mais c'est surtout pour jouer. C'est pas pour prédire l'avenir ou quoi que ce soit. C'est un peu un jeu psychologique, c'est assez sympa. Et cet oracle, il va sortir quand la maquette sera finie. Il va sortir et j'en serai très fière parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et voilà, c'est un oracle. Il faudra un petit peu regarder sur Facebook. Quand je le sortirai, je montrerai un petit peu. J'espère que tu viendras le jouer avec nous, avec cet oracle. Pourquoi pas dans une émission, ça serait marrant. Ah mais c'est super, on peut y passer des heures et oui, quand je le sors, j'ai déjà un peu montré à mes élèves et j'ai fait quelques jeux avec eux et c'était assez passionnant. Par contre, c'est vrai que c'est pas évident, il faut pour se l'approprier, parce que si vous m'en achetez un après, il faut se l'approprier, il faut faire ses propres règles, c'est ça qui est intéressant, mais il y a quand même des choses qui sont... il y a des connexions entre elles, mais de toute façon, je reviendrai à l'écho pour en parler, ça peut être une bonne idée, et de faire quelques tirages. Nous sommes devant un de tes tableaux, est-ce que tu peux, s'il te plaît, le décrire à nos auditeurs? En tout cas, beaucoup de couleurs, tu en as parlé tout à l'heure, la couleur, très important. Alors, je décris le tableau. C'est une femme de dos, les jambes resserrées comme ça. On lui voit le dos, les reins, les fesses et voilà, une partie du visage. On voit ses petits pieds là qui sont comme ça. C'est une très belle femme. Hein. Ouais, en fait, c'est une vraie femme parce que c'est une vraie personne qui a posé. Et ces tableaux sont issus de... Alors, il a été fait au pastel et il fait 1 mètre sur 50 cm, donc c'est un double carré. Et en fait, il est issu d'un travail de pose de modèle vivant, d'une séance de modèle vivant où j'ai extirpé le dessin pour en faire un grand format. Et je travaille ces pastels sur des fonds déjà qui sont colorisés. Donc je colorise moi-même et ensuite je fais mon pastel. Je ne sais pas si on l'a précisé, c'est un nu. Hein. Oui, c'est un nu, ouais, c'est vrai. Et puis éventuellement, je sais pas, on peut montrer la photo sur l'écho. Ça peut. Oui, pourquoi pas. Mais l'intérêt c'est l'imagination quand même. C'est pour ça qu'on fait de la radio quand même, Nathalie Le Gall. D'accord. Alors je vais continuer la description. Elle a le corps en fait qui est différentes couleurs et ça commence par de la clarté au niveau du dos et ça descend à la chute des reins et jusqu'aux fesses, une espèce de bleu, on a l'impression qu'on est dans de l'eau. Oui, donc, oui, la mer, hein, exactement. La mer, et donc cette femme, elle a un petit côté très, comment dire, on a l'impression qu'il y a beaucoup de vie aquatique dans son corps. Et elle est un peu, elle a un regard comme ça, elle a les yeux fermés, mais elle projette sa tête du côté de l'épaule, là où elle semble presque écouter ce qu'on dit. Oui, elle a l'air épanouie, heureuse, comblée ou en méditation. Oui, alors c'est vraiment une position qui est une très belle position de séance modèle vivant. Et je trouvais que c'était... ce tableau m'a voulu me l'acheter plusieurs fois, mais je préfère le laisser dans l'atelier voilà, pour tout le monde. C'est un peu voilà, j'aime bien garder des choses aussi. Ouvert le lundi, Stéphane Tosi, l'écho. La routine est un caniche-bec qui donne la patte, bien dressé par ta mère. Un flic sans flingue, des pages blanches au milieu d'un livre. Un sac en plastique porté par cette pluie qui m'épuise et verse du sang entre mes lignes aux couleurs assassines. Les nuages sont les yeux des dieux. France 2019, t'auras ma peau. 8 heures de passe entre deux pointages, 72 heures de crasse entre deux lavages, 5 minutes de chasse entre deux traces. Quand je pleure, ça fait un bruit, la vomi.
baignoire, c'est pas beau. J'ai tout rendu la morphine, c'est pas beau. J'ai tout rendu la morphine. La routine, c'est redécorer sa cave de cadre, arborant de merveilleux paysages. Actuellement, nous sommes face à une sacrée bibliothèque. Toute l'histoire de l'art est là, devant nous, à nos pieds. Oh non, sûrement pas. Mais d'autant que mon ami photographe, François Thiaucourt, m'a proposé la bibliothèque de ses parents. Et il va. Alors moi, j'ai fait un choix et j'ai récupéré encore. Il va me récupérer 40 livres de plus. Donc voilà, je ne sais pas où je vais les mettre. Il y a de tout, il y a de l'art égyptien, l'art grec, l'art romain, l'art médiéval, le gothique, du contemporain, moderne contemporain. Non, vraiment, la bibliothèque d'une honnête femme artiste. Jusqu'à de l'enluminure, que j'adore aussi. De l'enluminure et puis des peintres plus contemporains, plus abstraits. Et de l'illustration et du carnet de voyage, il y a un peu de tout, oui. Tout à l'heure, nous parlions de ce squelette qui nous observe. C'est vraiment un cabinet de curiosité ici. Ah oui, alors le cabinet de curiosité, il est vraiment présent puisqu'on peut aussi voir, aussi des coquillages. J'ai une collection de coquillages, une collection de graines africaines. J'ai aussi une collection de pierres bleues, voilà, des trucs très, très marrants. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Avant, j'avais toute une collection, mais j'ai changé. Là, j'ai mis tous les petits modelages que j'ai faits qui sont issus de modèles vivants sur un des meubles. Donc là, on est sur un petit peuple, le petit peuple de l'atelier qui est là. Alors ça, c'est marrant parce que j'ai étudié comment réaliser des yeux sur du papier chinois qui est vraiment très absorbant. Donc c'est compliqué. Je ne peux pas faire de cours là-dessus parce que les élèves, ils n'y arrivent pas. Ils mettent trop d'eau et le papier se dissout. Mais ce qui est étonnant, c'est que je me suis mise à faire des portraits, puis après j'ai plié la feuille et j'ai vu ça faisait des regards sympas. Juste plier le portrait à l'endroit où il y a le regard et après je me suis dit tiens, si on faisait aussi des portraits de copains comme ça, mais juste les yeux. Je ne sais pas si on peut dire portrait. Alors je ne sais pas si je vais bien prononcer portrait d'œil. D'œil, on pourrait dire. Oui, ça peut se dire, pourquoi pas. Ça va être le nom de la série ? Ouais, ou portrait de regard, c'est bien. Ou alors l'œil pour faire référence à Bataille. Ouais. Mais c'est pas le même topo. Mais ce qui est intéressant de savoir dans ce travail, c'est que j'ai eu quelques personnes qui m'ont envoyé leur regard par internet ou voilà, par SMS, ils m'ont envoyé leurs yeux qu'ils avaient photographiés. Et j'ai pu réaliser ces yeux. Mais ce qui est fou, c'est que c'était juste avant le confinement. Et au moment où on a confiné, on a été obligé de porter ces masques qui, en fait, faisaient qu'on ne voyait que les yeux. Est-ce qu'on a le même regard après le confinement ? Alors, on a le même regard, mais surtout, on n'a pas la même tête. Parce que quand on a connu des gens avec seulement le masque, moi j'ai des élèves qui sont arrivés avec le masque, et ils ont enlevé le masque, je ne les avais jamais vus sans, et je ne les ai pas reconnus. C'est un peu normal, vous savez que maintenant, au mois de février, nous sommes en période de carnaval. Oui, c'est sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces yeux, je les ai faits vraiment comme si je sentais qu'on allait avoir que des regards. C'est ça qu'il faut voir. Il y a beaucoup d'émotions dans ces regards. Alors, oui, alors, ça dépend comment on les fait, mais oui, il y a un questionnement. Souvent, le regard questionne. On regarde le regard, voilà, et on se pose des questions, ou on a l'impression que la peinture nous questionne aussi.
Merci Nathalie Le Gall de nous avoir reçus dans ton atelier, de cette balade au Jardin des Plantes. On peut te retrouver sur Internet, même si on n'aime pas trop ça. On peut te retrouver à l'atelier du Singe Vert. Est-ce que tu peux nous donner tous tes contacts, coordonnées, pour en savoir plus sur ton travail ? Alors, si vous voulez voir des choses que je fais en modèle vivant à l'atelier, ou voilà, vous pouvez tout simplement aller sur le site l'atelier du singe vert.fr, là, www.atelierdusingeVert.fr, et quand vous cherchez un peu, vous avez des liens après Facebook qui vous envoient sur quand je fais des stages, des choses comme ça, puisque il ne faut pas oublier que l'atelier, en fait, il y a une extension de l'atelier au Jardin des Plantes, je pense que vous l'avez compris. Voilà, merci Stéphane. Jean-Louis Casbon, bonjour. Bonjour. Vous représentez la région. C'est ça, oui. J'ai en charge la viticulture. Je suis vice-président de la région en charge de la viticulture, la souveraineté alimentaire. Vous arrivez des Hautes-Pyrénées. Ouais, voilà, pas loin de Lourdes. Mon village est frontalier à la ville de Lourdes. Vous êtes levé tôt alors ce matin? Oui, je me suis levé à 5 heures, effectivement. Est-ce qu'il y a du vin par là-bas? Il y en a un peu. On a l'appellation Madiran qui est sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Et sûr que ce n'est pas la production principale. C'est quoi votre rapport au vin? Mon rapport au vin, vous voulez dire à titre personnel? Bah oui, c'est ça qui nous intéresse, c'est l'homme. L'homme, moi, comme tout bon français, je consomme du vin aussi, sans en abuser. Et puis surtout, je considère que c'est un vecteur de l'économie régionale très important en termes d'emploi. Je pense que ça occupe plus d'une centaine de mille emplois au niveau de l'Occitanie. C'est un secteur d'importance auquel la région tient à cause de son poids aussi, de l'occupation du territoire et qui occupe de nombreux hommes et femmes dans la région Occitanie. Est-ce que vous en buvez tous les jours? Parce que là, je vois que vous n'en buvez pas. Je n'en bois pas parce que comme là tout à l'heure, je me suis levé à 5 heures du matin. Et c'est difficile quand on a l'estomac creux comme ça, pour moi, d'aller boire du vin. Sinon, je consomme du vin tous les jours. Qu'est-ce que vous aimez comme vin? Je vais être chauvin, je vais vous parler du vin de la région ici. J'aime bien le Pic Saint-Lô, j'aime bien les vins de l'Aude, tous ces vins rouges. Je préfère les rouges que les blancs, voilà, pour être tout à fait franc. Voilà. Et puis j'ai un ami très proche, Châteauneuf-du-Pape aussi, je fais une infidélité à la région Occitanie de ce côté-là. Est-ce que vous avez un souvenir, une anecdote liée au vin, quelque chose qui vous a marqué dans votre parcours? Au parcours non, mais des anecdotes. J'ai des anecdotes de jeunes garçons qui avaient un peu trop forcé sur la bouteille, oui. Comme tout le monde à un moment donné, non? Voilà, oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui se passe dans ces cas-là. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est racontable? Ce que vous avez sûrement vécu puisque vous me posez la question. Bah oui, entre initiés. Il est reparti de là où il est venu, quoi. Voilà, ça je me rappelle, la première anecdote, c'est un peu ça. Jean-Louis Casbon, je vous souhaite un bon retour alors dans vos contrées lointaines. Et à 4 heures de voiture. Bon courage. D'où la raison pour laquelle je consomme pas trop de vin aujourd'hui. C'est dommage, c'est un peu triste quand même. Mais voilà, oui, mais bon, fais avec. On va boire pour vous. Mais il faut se quitter, pourtant on s'aime bien. Quel joli temps pour se dire au revoir, quel joli soir pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour s'envole, mon cœur s'arrête. Quel joli temps pour se
portent déjà les couleurs de septembre et l'on entend de loin s'annoncer les bateaux. Pourtant, pour un chagrin que ce temps couleur d'ombre, je reste sur le quai. Mon amour, à bientôt. Quel joli temps, mon amour, au revoir. Quel joli temps pour jouer ces 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour nous reviendra peut-être un soir au détour d'un printemps. Quel joli temps, le temps de se revoir. Jamais les fleurs de mai n'auront paru si belles, les vignes de l'année auront de beaux raisins. Quand tu me reviendras avec les hirondelles, car tu me reviendras, mon amour, à demain. C'était Ouvert le lundi sur l'Écho, l'émission qui casse les codes. Une proposition radiophonique de Stéphane Tauzy. Merci à toute l'équipe, Thomas Dirty, Yann de France. Montage, Thomas Ovide, prise de son, Stéphane Tauzy. Nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute du 88.5.
le monsieur me disait vous revenez quand vous voulez, ben on va revenir. Hein.